Bonjour, bienvenue à cet webinaire dédié au développement d'une filière industrielle de proximité. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Dans le contexte Covid, la supply chain a été critique pour beaucoup de secteurs. Le transport, la disponibilité des marchandises ont beaucoup retardé les flux de production, menaçant la continuité des affaires dans des secteurs comme le retail, l'agroalimentaire ou l'automobile. Post-Covid, les entreprises se posent la question sur leurs options et la diversification des implantations devient aujourd'hui une opportunité pour être plus près de ses fournisseurs et de ses marchés et sécuriser ainsi sa relation dans un environnement qui va continuer à être volatile. Dans ce contexte, l'Europe a une carte à jouer sur le long terme et la discussion d'aujourd'hui nous permet d'un côté de comprendre quels seraient les avantages de reloquer une partie des activités industrielles en Europe, dans un pays comme la Roumanie, et comment une PME peut construire une stratégie de diversification de ses sites pour être plus près de ses clients. Pour ceci, j'ai à côté de moi aujourd'hui, d'un côté, Alexandru Mitroi, conseiller à l'agence Invest Romania. Alexandru va nous présenter des informations sur l'attractivité de la Roumanie. Et M. Damien Gonzalez, CEO du groupe Gonzalez, une PME industrielle implantée en France, en Roumanie et au Vietnam, avec lequel on aura une discussion autour des scénarios, des stratégies en fait, de diversification d'implantation internationale. Cette session va durer 40 minutes, les présentations vont durer 40 minutes. Vous pouvez poser vos questions dans le module qui est en bas de l'écran et des questions auxquelles on va vous répondre dans les 20 minutes à la fin. Avant de passer la parole à monsieur Mitroi, je voudrais commencer par mettre en évidence quelques avantages de la Roumanie pour les opportunités de relocalisation. Tout d'abord, la proximité géographique. La Roumanie se trouve aujourd'hui à 2h30 de Paris en avion. Depuis hier, les vols sont ouverts avec une fréquence régulière. Et les frontières physiques terrestres n'ont jamais été fermées, même en période de crise sanitaire et même malgré des flux très retardés, les frontières physiques ont été toujours ouvertes. Une proximité culturelle également, parce que la Roumanie est un pays latin, de culture latine, un pays francophone et francophile, avec un partenariat économique de longue date avec la France qui se traduit aujourd'hui par plus de 2800 entreprises à capitaux français implantées en Roumanie. La France est le 5e investisseur étranger et des relations commerciales très fortes parce que la France est également le 5e partenaire commercial. La connectivité également. La Roumanie n'est pas connue pour son réseau terrestre sur lequel elle a un léger retard, quoique la Roumanie aujourd'hui elle est connectée sur les principaux couloirs entre l'ouest et le sud de l'Europe, mais une connectivité assurée notamment par la voie aérienne avec des vols internationaux dans plusieurs pays du monde et notamment des vols intérieurs en fait, qui permettent d'assurer une réactivité et de traverser la Roumanie. La Roumanie aussi, elle a plusieurs ports fluviaux au long du Danube et un des plus grands ports de la mer Noire à Constanța. Une connectivité digitale également avec des infrastructures IT très avancées et un taux de pénétration d'Internet à 72% aujourd'hui. Quatrième atout, les compétences. D'un côté, l'éducation supérieure, notamment dans le domaine technique, mathématiques, physique, informatique, mais également les langues. En Roumanie, aujourd'hui, on parle plus de 11 langues couramment dans les affaires et 97% des spécialistes aujourd'hui sont multilingues. Et également une convergence et une compétitivité de la main-d'œuvre. D'un côté, compétitivité parce que le coût de la main-d'œuvre reste parmi les plus bas en Europe, malgré le fait que les salaires sont à la hausse pour des raisons de convergence à la moyenne européenne.
et une productivité qui a un fort rattrapage par rapport à cette moyenne européenne. Donc aujourd'hui, de ce point de vue, la Roumanie reste un des pays qui sont encore très compétitifs et avec un éventail de compétences très diversifié. Même dans le secteur IT, qui est le secteur le plus cher, pour ainsi dire, aujourd'hui, un salaire net moyen est d'environ 2000 €. Et enfin, un atout significatif pour une entreprise française, c'est le tissu économique, une économie qui est beaucoup basée sur l'industrie. Alexandre Mitro, il nous donnera plus d'informations par rapport au secteur, mais cette diversification économique est traduite également dans la présence française qui est aujourd'hui implantée dans de nombreux secteurs avec beaucoup de représentants dans l'automobile, l'aéronautique, les banques et les assurances, les télécoms, agroalimentaires, pharmacie, tourisme, IT et ainsi de suite. Je vais continuer maintenant par donner la parole à M. Alexandre Mitroï qui va nous faire un panorama de la Roumanie et des facilités d'implantation et comment une agence comme Invest Romania peut aider une entreprise à s'installer en Roumanie. Alexandre, vous pouvez partager votre écran. Bonjour Adriana. Un moment s'il te plaît. C'est bon comme ça? C'est très bien. Bon, merci pour ton introduction et je voudrais aussi te remercier pour l'invitation de la Chambre de commerce et industrie française en Roumanie pour l'opportunité de faire cette présentation. À propos de moi, je suis conseiller chez Invest Roumanie. Je suis ici depuis 6 ans. Nous sommes chargés pour promouvoir les investissements étrangers directs en Roumanie. Ici, nous avons une vue d'ensemble de l'économie roumaine en ce moment. La Roumanie, on peut dire qu'est un pays coté par les principales agences de notation comme Moody's, Standard & Poor's, avec une notation pays de type BBB. Autrement dit, c'est l'investment grade. C'est recommandé pour investir à l'investisseur. Toutes les agences de notation ont récemment confirmé cette note pour notre pays. Et de plus, comme tu as déjà dit, la Roumanie est un pays francophone, la plus grande marché de l'Europe du Sud-Est, avec 20 millions de consommateurs et un pays qui occupe une superficie équivalente à une tiers de la superficie de la France. Vous voyez ici, dans cette slide, la Roumanie n'utilise pas le monnaie européen à ce moment. Nous avons une devise nationale, c'est une monnaie nationale, c'est l'euro. Mais cette monnaie est fortement liée avec l'euro. Donc, on recommande pour toutes les compagnies étrangères qui viennent en Roumanie de faire leur budget en euros parce que c'est la même chose. La monnaie nationale est une monnaie très stable au cours des dernières 10 années. Donc, pas de risque de cette part pour les investisseurs. Et la capitale Bucarest, avec une population métropolitaine de plus de 3 millions d'habitants. Vous voyez aussi dans cette slide que le PIB de la Roumanie en 2019, comparé avec 2000, c'est de 7 fois plus grand. Autrement dit, un euro investi par un investisseur en 2000, à ce moment, 7 euros, il fait 7 euros. Si on parle d'investissement étranger, l'entrée d'investissement direct étranger l'année passée, on était en croissant avec plus de 5 milliards d'euros. Si on parle de le potentiel de croissance au cours des dernières 20 années, l'économie roumaine a connu une croissance économique annuelle continue.
Comme vous pouvez voir ici, nous avons une prévision de 4%. C'est par la Commission nationale des stratégies et prévisions de la Roumanie pour cette année, mais il reste à voir si il y a beaucoup de prévisions. On parle de 3%, on parle de 4%, mais c'est la prévision officielle ici. Si on parle encore d'investissements étrangers, on peut voir ici, dans la partie droite, que l'industrie reste un pilier important de l'économie roumaine. Mais avec 30% de l'investissement, avec le stock de 90 milliards, 30% sont pour la production. Mais l'économie roumaine a connu une croissance importante pour le secteur de services. Aujourd'hui, pour 3 euros investis dans l'économie roumaine, 1 euro investi dans l'activité de production. Les autres piliers importants, on peut voir ici, sont la construction, le commerce, le secteur informatique et le secteur financier. Si on parle des principaux indicateurs macroéconomiques, on voit ici les taux d'inflation et les taux de chômage. Pour 2020, l'estimation du gouvernement roumain concernant l'inflation est de 3%. Les taux d'échange, malgré les problèmes économiques, n'ont pas varié de manière significative. Le marché du travail a eu beaucoup de pression, mais maintenant est très équilibré. Suite à la crise sanitaire, les entreprises ont fait diverses restructurations, mais il est important de mentionner que celui-ci n'est pas un chômage historique, mais un chômage circonstanciel. C'est une chose plus favorable parce qu'il facilite la croissance économique pour les années prochaines. Donc, pour 2020, on a un indicateur de 3,8%, mais ça va être changé à cause de la crise sanitaire. Donc, nous n'avons pas une estimation officielle, mais je crois que l'indicateur à ce moment, c'est à 7, 8, 9%. Si on parle de le salaire minimum dans la Roumanie, le salaire reste compétitif en Europe, malgré la convergence des croissances économiques du Roumanie avec les autres économies européennes. La force de travail roumaine est bien éduquée, comme tu as déjà dit, et parle des langues étrangères. On peut dire que presque tous les étudiants parlent anglais, 1 de 4 étudiants parlent français et 1 de 6 étudiants parlent espagnol. Ici, nous avons quelques indicateurs sur les prix des utilités. C'est important à dire que pour le gaz, la Roumanie est un important producteur du gaz naturel et occupe la 3e place en termes de réserves de gaz dans l'Union européenne, juste après la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. L'économie roumaine est indépendante de l'importation de gaz en provenance de Russie et utilise près de 100% de gaz produit localement. Ici, on peut voir le coût de la vie en Roumanie comparé avec à Bucarest, plus précis, comparé avec Paris et Berlin. Et comme on peut voir, le coût de vie en Bucarest est beaucoup plus bas que dans d'autres villes. Il y a déjà environ 5 000 expatriés français vivant à Bucarest. Et on peut dire qu'afin de maintenir le même niveau de vie offert par un salaire net de 5 000 euros à Paris,
On a besoin à Bucarest seulement d'un salaire de 2000 euros. Ici, plus intéressant pour les investisseurs, on peut voir une vue d'ensemble du système fiscal roumain. Pour le TVA, on voit que la tendance, c'est de baisser, mais on va voir qu'est-ce qu'il se va passer avec le TVA de l'année prochaine, en dépendant d'une potentielle crise économique. Ici, on peut voir aussi l'impôt sur le revenu et important à dire, l'impôt sur le profit réinvesti, c'est 0%. Très important pour l'industrie informatique et pour l'industrie de recherche et développement, pas d'impôt pour les employés qui travaillent ici, pas d'impôt sur leurs revenus. En ce qui concerne les investissements de type Greenfield, la Roumanie a un système d'aide d'État qui est valide pour cette année et je comprends que ce système va être prolongé aussi pour l'année suivante. Donc, les investisseurs peuvent demander des aides d'État pour des projets d'investissement étrangers sur le marché roumain pour des investissements supérieurs à 1 million d'euros. Pour tout cet investissement, l'État roumain finance dans la plupart de la pays 50% du coût d'investissement. Et ici, je présentais quelques exemples de compagnies qui ont bénéficié de ce type de mesures. Aussi très important pour les compagnies qui sont intéressées pour faire une implantation industrielle en Roumanie. Notre pays a un important réseau de parcs industriels privés et publics. Les parcs publics sont propriétaires les mairies et il y a près de 100 parcs industriels disponibles pour les investisseurs. Important à dire est que tous ces parcs sont disponibles partout en Roumanie. Ici, on voit une image de cette industrie, de l'industrie d'automobile, de l'industrie informatique et l'industrie aérospatiale. L'industrie automobile, c'est une industrie qui a un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros annuels et produit 500 000 d'automobiles. Ici sont présents Renault Dacia et Ford. On peut dire que pour chaque 7 euros de PIB, 1 euro est produit par l'industrie automobile. Et pour chaque 4 euros d'exportation, 1 euro est produit par cette industrie. Dans la Roumanie, il y a présent 600 usines pour cette industrie. On peut étiqueter cette industrie comme le principal moteur de l'économie. Comme histoire de succès, on a Michelin, on a Faurecia, on a Valeo, on a notre invité aujourd'hui, Hutchinson, Sénéra Roulement et très récemment Sogefi. Si on parle de l'industrie informatique, cette industrie, on le considère comme le catalyseur pour l'industrie 4.0 et pour toutes les industries prioritaires. Et cette industrie peut devenir l'un des piliers de la position de la Roumanie sur la carte internationale de l'innovation. Et on a aussi beaucoup d'histoires de succès des compagnies françaises comme Capgemini, Société Générale, qui a établi un très grand centre d'excellence ici, et Atalian Global Services. Si on parle de l'autre industrie prioritaire, on a l'industrie aérospatiale, les bio-industries, ce que l'informatique est aujourd'hui pour Roumanie, les bio-industries seront dans 5 ans. Industrie créative et agriculture.
Donc, en ce qui concerne Invest Romanie, nous accompagnons les entreprises étrangères qui veulent faire une implantation en Roumanie. Notre services sont gratis. Si vous avez beaucoup de questions après les présentations, je serai disponible ici. Merci beaucoup. Merci Alexandru pour cette présentation exhaustive de la Roumanie, de la réalité des chiffres et des différents secteurs. Ce que je vous propose dans les 15 minutes qui viennent, c'est de passer à la suite un dialogue avec Damien Gonzalez, comme je disais, investisseur en Roumanie avec plusieurs sites de production. Mais avant de parler de votre choix pour la Roumanie et pour votre présence industrielle, Damien, peut-être quelques mots sur votre groupe. Oui, ça marche. Donc, bonjour à tous. Merci Adriana de m'avoir proposé de participer. J'espère que tout le monde se porte bien en cette période qui n'est pas simple de Covid-19. Le groupe Gonzalez, c'est une ETI familiale française, donc le siège est en France, qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation d'équipements industriels. Donc, équipements industriels, ce sont des lignes de process, c'est-à-dire que ce sont des groupes de machines destinés à produire une partie des produits de nos clients. Équipements industriels, ce sont des machines spéciales, donc généralement unitaires, des prototypes, des machines qui n'existent pas dans le commerce et qu'on crée sur base d'un cahier des charges. Équipements industriels, ce sont des outillages complexes, qui sont intégrés dans différents secteurs. Donc, on travaille généralement pour de grands donneurs d'ordre internationaux. On va être sur des marchés de l'automobile, marché du luxe, marché des matériaux de construction, marché de l'énergie, du spatial. On est assez diversifié. On dispose de 4 unités en France, donc 4 unités de fabrication en France, 2 unités de fabrication en Roumanie. Donc, sachant qu'en Roumanie, on a commencé l'aventure en 2005, et une unité de fabrication au Vietnam, qui est la dernière unité mise en place. Donc, on a 350 employés au total, et on a 200 employés en Roumanie. Donc, c'est une assez grosse partie on va dire du staff du groupe. On est très ancré sur nos territoires. On vit localement via chacun de nos sites. Donc, on va fabriquer entre nos unités roumaines, françaises, vietnamiennes, on a des positionnements qui sont un petit peu différents. On va être sur des marchés très normés, très complexes. On va dire côté France, où on va trouver par exemple du nucléaire, de la défense, du spatial. On va beaucoup plus travailler sur des sujets de conception, de fabrication sur base de cahier des charges à partir des unités françaises. En Roumanie, on va être beaucoup plus sur de la fabrication sur plan. Donc, on fabrique des équipements qui vont être très complexes également. On est plus sur de la fabrication sur plan, design client, généralement sur des choses qui sont un petit peu, un peu critiques pour les clients. Même chose pour le Vietnam, on est plutôt sur le trend roumain. Donc groupe d'origine française, qui fonctionne bien. On est un groupe solide, d'une petite taille, on représente 50 millions d'euros. On voit une impact forcément assez forte malgré tout sur certains de nos marchés sur le Covid-19. Et là, on est en train de s'armer pour passer cette crise qu'on voit plutôt venir, nous, dans nos métiers, sur fin 2020, début 2021.
très intéressant. Je serais très curieuse d'en savoir plus sur comment vous voyez les perspectives 2021. Mais avant, si vous deviez refaire votre choix d'implantation internationale, est-ce que la Roumanie serait aujourd'hui toujours votre premier choix? Et pourquoi? Euh, donc clairement, oui, hein, je vais bien sûr développer. Nous, il faut savoir que les développements internationaux, on les a fait pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est d'accompagner nos clients qui sont des grands donneurs d'ordre internationaux, alors plus Europe de l'Ouest, hein, sur leur déploiement à l'international. Une autre raison, ça a été de développer de nouveaux marchés, donc sur de nouvelles zones géographiques. Une autre raison, ça a été de développer de nouvelles activités également. Donc, par exemple, sur la Roumanie, on a développé une activité de tablotier électrique qu'on n'avait pas avant le développement en Roumanie. Donc voilà, ça, c'est les raisons, on va dire, principales qui ont fait qu'on s'est développé à l'international. Maintenant, pour la Roumanie, ça a été notre premier. On a 2 usines en Roumanie, hein, l'une à Ploiești, l'une à Cluj. Ploiești, c'était notre première unité en 2005. Donc, aventure réussie, hein, on a des sociétés solides en Roumanie. Ce que je peux dire, c'est que si on n'avait pas fait le développement en Roumanie, à mon avis, on n'existerait même plus en France. Hein. Le fait on est dans une économie mondialisée, hein. Donc le fait de s'être déplacé à l'étranger, c'est fait qu'on rentre dans le jeu de la mondialisation. Sinon, on aurait été has-been. Ça nous a permis de ne pas être à la traîne. Ça a permis aux unités françaises de se renforcer. À noter que nous, on n'a pas délocalisé. Hein. Le premier développement en Roumanie, c'était vraiment de l'accompagnement client, développement de nouveaux marchés. Le deuxième développement, ça a été plutôt développement de nouvelles activités. Et en fait, à chaque fois qu'on a fait des développements à l'international, on n'a jamais pris une production de France pour la mettre dans les pays où on s'installe. C'est-à-dire que moi, je dis toujours à mes équipes françaises, le jour où les Roumains, nos équipes, vos frères roumains internes savent faire la même chose que vous, c'est que nous, direction, on se sera planté dans notre stratégie. Donc, on a des positionnements qui sont quand même très différents entre les unités. Et je dis de la même façon aux équipes roumaines, le jour où les Vietnamiens seront à votre niveau, c'est qu'on aura peut-être un souci aussi de positionnement stratégique. Donc, voilà. Comment vous mettez à profit, en fait? Vous avez 3 localisations internationales avec des niveaux et des compétences qui sont différentes. Comment vous les mettez à profit pour la synergie de votre business, en fait? Disons que chaque pays va avoir des atouts qui sont différents. Donc, le fait d'être positionné sur 3 zones avec des compétences différentes, des environnements différents, fait qu'on peut créer des scénarios industriels qui vont être pertinents en fait pour nos clients. On va être capable de créer des offres BVC, Best Value Cost, pour nos clients. Même sur des outillages complexes, on va être capable d'intégrer des fabrications qui vont venir du Vietnam, lorsque ça va être un projet piloté par les Français. Lorsque c'est un projet, par exemple, qu'on va devoir livrer en Chine ou en Thaïlande, qui est pris en charge par les Vietnamiens, parfois, en fait, on va pas trouver certains composants en Asie, hein, parce que parfois, le problème est inversé, hein, sur les appros. Donc, on va être capable, en fait, de fournir des niveaux de composants qu'on ne trouve pas en Asie via des achats qu'on va faire en Europe. Et voilà, chaque pays a des atouts différents. Alors, je reviens sur la Roumanie, je ne vais pas répéter trop longuement ce que vous avez dit. Mais par exemple, la Roumanie, c'est clair qu'on a une culture mécanique très forte, hein, dans ce pays. On a une population multilingue, culturellement proche, effectivement, de la France, qui est très ouverte à l'innovation. Quand on teste des nouvelles organisations process, généralement, on va plus
les tester en Roumanie. Si on a une nouvelle techno à tester, on va plus s'attacher à les tester en Roumanie. Donc, voilà, on a une bonne localisation en Roumanie, en Europe, hein, un peu frontière. On a une faiblesse de la fiscalité qui est importante. Ça, c'est des atouts pour la Roumanie. En France, vous allez avoir d'autres types d'atouts. On a des notions de financement à très bas coût, hein, en France, par exemple. On a des soutiens à l'innovation, à l'export qui sont très importants. On a des compétences aussi quand même d'assez haut niveau, avec une éducation qui est au top en France. Au Vietnam, vous allez encore avoir d'autres avantages. Voilà, un accès au marché asiatique facilité. Vous avez des compétences très très avancées sur tous les métiers techniques, également en électrique, en soudure, en usinage. Donc voilà, et tout ce mix-là fait qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu dans des environnements quand même très concurrentiels. Donc, la contribution, c'est qu'on est capable de faire des offres, on va dire, entre guillemets, BVC à nos clients, quoi, et d'être pertinent sur les prix. Vous parliez au début en fait des perspectives 2021 et comment une PME comme la vôtre, où elle se trouve en fait dans la chaîne de la prise de décision par rapport à la relocalisation. Vous êtes très dépendant de vos clients, j'imagine. Donc, comment vous voyez ces perspectives en fait en prenant en compte les trois implantations du groupe? Alors, bon, c'est vrai qu'on entend souvent parler de relocalisation, alors encore plus en période de crise et d'après-crise. Hein. Je crois qu'il y avait eu un petit peu le phénomène en 2008-2009 hein, sur la crise financière. Donc là, on entend parler de relocalisation voilà, sur des secteurs éventuellement stratégiques, pharmacie. On entend un peu parler des constructeurs automobiles ou aéronautiques de ce sujet. Donc sur le court terme, voilà, on a l'idée. Moi, à mon avis, pour pouvoir parler de relocalisation, il faut se poser certaines questions. Ces questions, c'est déjà pourquoi les grands groupes ont quand même assez fortement délocalisé en dehors de l'Europe. Donc, analyser déjà peut-être ça, poser le tableau et voir après comment on pourrait transformer ces intentions en réalité sur des relocalisations en Europe. Donc, pourquoi les grands groupes européens ont déjà délocalisé? Je pense que il faut être proche de ses clients. Ça, c'est une cause noble. Hein. La deuxième raison la plus importante, c'est le coût. Donc, voilà, hein, les clients, vous comme moi, comme les participants au panel, là, je pense que ils veulent acheter des produits de qualité, c'est sûr, mais à un prix qui est relativement bas. Donc, on a ce phénomène qui fait que, voilà, dans une économie mondialisée, on s'est approché de zones clients et on a cherché à être très compétitif. Voilà, c'est le tableau actuel. Maintenant, on est en train de vivre une crise sanitaire qui va potentiellement se transformer en crise économique, hein, au moins à court terme. En tout cas, il y a des impacts, il va y en avoir, c'est sûr. On risque de voir voilà, des PIB, des taux de croissance qui chutent, qui deviennent négatifs pendant un moment, qui vont potentiellement entraîner des baisses de revenus de ménages, hein, qui vont potentiellement entraîner des baisses de profits d'entreprises. Donc, est-ce que ça va être le moment opportun que les grands groupes vont juger opportun pour relocaliser avec un risque d'augmenter leurs coûts? Ça peut être compliqué. Donc, moi, à mon avis, pour envisager des relocalisations, il va falloir qu'on utilise pas mal d'armes. La Roumanie, on a beaucoup. La France aussi. Il va sûrement falloir en rajouter. Hein.
Donc voilà, en Europe, que ce soit en Roumanie, en France, on a une intelligence, on a des compétences, on a de la technologie, on a des solutions de financement qui sont importantes. Maintenant, je pense qu'il faudrait coupler ça avec des volontés politiques fortes au niveau européen, qu'on fasse bloc entre les pays européens. Il faut poursuivre la politique de financement qui est plutôt généreuse des entreprises. Il faut faire en sorte qu'on essaye de mettre en place. Alors, je ne parle pas de barrières, je parle de notion de réciprocité au niveau des normes, au niveau des règles douanières entre grands blocs. Il faut essayer de tendre vers une baisse des impôts de production. Alors, c'est très, très vrai pour la France, peut-être un petit peu moins quand même pour la Roumanie, qui a des niveaux de compétitivité en termes de tarifs horaires, chargés, impôts qui sont relativement faibles. Et à mon avis aussi, pour qu'on arrive à transformer des relocalisations, il faut aussi qu'il y ait une vraie volonté des grands groupes. Donc là, je parle de grands groupes occidentaux, d'accompagner aussi le tissu local en visant du moyen terme et en n'oubliant pas des secteurs de l'industrie traditionnelle. Nous, on est sur de la conception, sur de l'innovation et on est sur de la fabrication plus classique, comme je vous l'ai dit en début de présentation. Donc, si on continue sans rien faire, dans 5-10 ans, les Européens seront des inventeurs fous, on va créer tout un tas de choses, on en crée déjà, on va inventer plein de process, de concepts, on va breveter tout un tas de choses. Maintenant, il faut quand même les fabriquer à un moment quelque part. Si toutes les fabrications, au bout d'un moment, partent sur d'autres zones économiques, que sont la Chine éventuellement ou d'autres zones, on risque de se tirer une balle dans le pied sur notre partie innovation. Je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience